Bonjour à tous, bienvenue sur la formation HTML CSS. On continue avec cette séance 16 sur tout ce qui concerne le style que nous allons pouvoir appliquer à nos différents textes sur nos pages web. Donc je vais vous présenter un petit peu d'autres propriétés que nous allons tout simplement connaître, voir un petit peu comment les utiliser, lesquelles sont intéressantes ou lesquelles ne sont pas forcément. Et on verra directement ce que ça donne en termes de résultats visuels directement sur nos pages web. Alors j'ai repris le même exemple, d'accord, que la dernière fois, j'avais même pas modifié d'ailleurs ici pour la seconde partie. Donc j'ai repris le même code HTML puisque c'est suffisant par rapport à ce que j'ai à vous montrer, et on va pouvoir tester tout un ensemble de balises. Alors la dernière fois vous avez vu comment transformer du texte en gras, vous avez vu comment procéder à beaucoup de changements sur la fonte, donc à pouvoir changer la police de caractère, pouvoir changer la taille de la police, ce genre de choses. Donc là on va continuer un petit peu avec d'autres petites choses concernant le texte, d'accord, que ce soit de changement de texte, que ce soit ensuite tout ce qui est gestion de positionnement, alignement du texte, et on pourra terminer éventuellement avec d'autres petites choses qui nous serviront notamment concernant les mots en eux-mêmes, puisque le texte est composé en l'occurrence de mots et de caractères. Alors la première chose que je voulais montrer, qui rejoint un petit peu ce qu'on avait vu, enfin qui est là un peu la suite logique de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est la possibilité de mettre, et j'en avais parlé par exemple, un texte souligné, d'accord. On avait vu comment mettre un texte en gras, on a vu comment mettre un texte en italique. Alors je rappelle effectivement que là il s'agit bien d'aspect visuel, là, d'accord, c'est vraiment important, là on parle de ce qui est affiché à l'écran, ce qui sera visuellement présent pour l'utilisateur. Donc nous avons une autre propriété qui est très pratique, qui s'appelle Text Decoration, tout simplement. Alors est-ce que j'ai gardé le même oui, ici. Donc Text Decoration, donc elle s'écrit tout simplement comme ceci, d'accord. On va pouvoir lui passer tout un tas d'éléments. Elle prend en réalité trois valeurs qu'on peut mettre l'une à la suite des autres en les séparant avec un espace, comme vous l'avez vu par exemple pour font ou autre. La première, ça va être ce qui concerne les lignes. La deuxième, ça va être ce qui concerne la couleur, et ensuite le style. Alors, en général, on évite d'utiliser ces trois-là, donc je peux vous les montrer en fait en version, on va dire, normale. Donc on va avoir ça en fait, d'accord. On va ensuite avoir Text Decoration Color, ok, avec autre chose dedans, et on aura Text Decoration Style, ok. Le petit souci, mais en tout cas qui est bien à savoir, c'est que la troisième partie en fait de cette grande propriété, qui peut être assemblée comme ça en une seule plutôt que d'avoir trois propriétés séparées, c'est qu'elle n'est pas compatible par exemple avec Microsoft Edge, d'accord, donc le nouveau navigateur qui a été intégré dans Windows 10, pardon. Donc à partir de Windows 10, ce navigateur là. Donc évidemment, attention à son utilisation, puisque encore une fois, selon le navigateur utilisé par la personne qui navigue sur votre site, certaines choses seront compatibles, d'autres non. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est très rare, honnêtement, même moi personnellement, j'utilise jamais la séparation comme ça entre ces trois propriétés, mais j'utilise directement Text Decoration, tout simplement, qui va prendre en premier donc la valeur pour line, ensuite la valeur, donc un espace, la valeur pour color, un espace et éventuellement la valeur pour le style, d'accord. Comment ça fonctionne? Donc on va mettre tout dans une seule, parce que c'est comme ça que vous procéderez la plupart du temps. Tout ce qui concerne les lignes, d'accord, donc la partie line, ça va être justement ce que je disais, qui permet par exemple de souligner le texte. Donc on peut utiliser la valeur underline. Alors là je peux simplement mettre qu'une seule valeur, ça fonctionnera aussi, puisque la première valeur attendue concerne le système sur les lignes. Là si je vais sur ma page que j'actualise, ou avec F5, vous voyez qu'effectivement le texte a bien été souligné. On peut faire exactement la même chose à l'inverse, c'est-à-dire en mettant une ligne par-dessus. Donc c'est pas underline, c'est overline, tout simplement. Et là, si j'actualise, on voit que cette fois-ci, le trait en fait comme ça ici se met au-dessus du texte, d'accord, et non pas en dessous. Donc ça, c'est les possibilités. On peut évidemment procéder à un troisième style intéressant, qui peut servir dans certains cas, qui est le fameux line through. Line through va tout simplement barrer le texte. Alors, là c'est pareil, je tiens à le souligner, ou c'est le cas de le dire, attention, on parle en termes visuels, on ne parle pas en termes de sémantique, c'est-à-dire que si vous barrez du texte comme ça, ne vous dites pas j'utilise line through pour que les analyseurs de sites web, quand ils vont arriver sur ma page web, donc c'est-à-dire regarder mon code source, d'accord, vont se dire le texte là, qui est ici, n'est plus un texte par exemple pertinent, parce que rappelez-vous ce qu'on avait évoqué avec le HTML, en utilisant certaines balises HTML pour justement indiquer qu'un texte n'était plus pertinent. Vous avez vu que visuellement ça produisait le même résultat, c'est-à-dire que ça barrait le texte. Là, il suffit de voir le code source de la page, vous voyez qu'il n'y a rien, absolument rien en termes de sémantique, en termes de structure de notre page, qui indique que ce texte-là n'est plus pertinent, d'accord. Parce que lui, pour les analyseurs de sites, une classe ici utilisée comme attribut, franchement ça vaut rien du tout, d'accord. Tout ce qu'il voit, c'est qu'il y a un paragraphe, donc comme vous avez mis un paragraphe ici, comme il y en a un là aussi.
Donc on n'a aucune information en termes de sémantique concernant ici le fait que ce paragraphe là apparemment serait pas pertinent. Donc attention, n'oubliez pas, tout ce qui est en termes de sémantique, de pertinence de l'information doit être fait en HTML. Et tout ce qui est simplement fait pour décorer, tout ce qui est l'aspect visuel, le design, est fait en CSS. Ne mélangez surtout pas l'un et l'autre. Utilisez du CSS pour avoir un contenu sémantique ou utilisez HTML pour mettre en forme vos pages web, d'accord? Surtout ne mélangez pas les deux, sinon vous aurez des gros soucis au niveau de vos pages internet, donc de vos pages web. Donc là, c'est vraiment pour dire que visuellement, je veux que l'utilisateur voit un texte barré. Par contre, s'il y a un analyseur de site qui tombe sur ma page, lui il saura pas qu'ici j'ai barré un texte. Il n'en saura absolument rien parce que ça n'a aucune pertinence en termes de sémantique, en termes de SEO, donc carrément au niveau du référencement, d'accord? Absolument aucun. Donc attention à ça, j'assiste beaucoup dessus parce que c'est très important et c'est bien que vous ayez encore une fois les bonnes habitudes dès le départ pour ne pas les garder ensuite et après devoir les oublier, parce que les mauvaises habitudes sont très dures à oublier une fois qu'on les a tout simplement adoptées. Donc ça, c'est vraiment juste un aspect visuel. Donc on utilise Line Through toujours sur Text Decoration, d'accord? Alors j'aurais pu également mettre autre chose, par exemple ici mettre un nom de couleur, donc il y a des espèces de noms de couleurs qui sont prévus au niveau de CSS en deuxième argument, genre je mets red, je rentrerai pas là-dessus parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui concerne les couleurs au niveau de CSS, d'accord, que ce soit par exemple pour la couleur d'un fond ou la couleur de la police ou ce genre de choses, on verra évidemment ça dans une autre vidéo au niveau du cours, donc vous en faites pas, mais là grosso modo, sans entrer en détail, vous voyez qu'avec il y a des noms de code qui existent, ou également éventuellement une valeur hexadécimale des couleurs, mais encore une fois, on reviendra dessus, d'accord? Par exemple, si je mets ABFF28, vous voyez que ça fait une sorte de vert, je peux actualiser, et là ça fait, bon là vous le voyez peut-être pas à l'écran, c'est pas très visible, mais ça fait du coup un trait vert fluo qui barre en fait tout ça. Donc ça, tout ce qui est gestion couleur en CSS, on le verra, d'accord? On verra comment modifier ça. D'ailleurs là, vous voyez, ça se change aussi. Donc on regardera tout ça plus en détail dans une autre vidéo. Là, c'est pas une vidéo sur les couleurs, c'est une vidéo concernant le style sur les textes. Mais sachez que le Text Decoration Color peut être passé comme ça en deuxième valeur après ce qui concerne les lignes, d'accord? Donc vous, tout ce qu'il y a à retenir surtout, c'est que vous pouvez souligner le texte, vous pouvez également le surligner, donc en mettant un trait au-dessus du texte, ou le barrer, d'accord? Mais c'est vraiment juste un aspect visuel, ça n'apporte rien de manière sémantique. Voilà pour Text Decoration, j'ai pris un peu de temps pour l'expliquer, ce que c'était bien de le savoir. On va passer maintenant à un autre, donc ça c'est une balise, c'est une propriété, pardon, je vais éviter de mélanger, qui est un peu plus récente, qui est la propriété Text Shadow. Donc Shadow va également utiliser des couleurs, mais c'est pas grave, de toute façon je vous dis, on verra ça par la suite. Text Shadow, elle va permettre de mettre une ombre, d'accord, une espèce d'ombre, ce qu'on appelle une ombre portée, en infographie, en graphisme, qui va pouvoir en fait se mettre en plus du texte. Elle va prendre plusieurs valeurs l'une à la suite des autres. La première, ça va être la valeur horizontale, donc si vous voulez la présence, le positionnement horizontal de cette ombre, d'accord, en premier. Donc c'est une valeur qu'on va mettre notamment par exemple en pixels, qu'elle soit négative ou positive. Par exemple, je peux mettre je vais mettre 2px pour dire que c'est à 2 pixels horizontal, d'accord, décalé. Il va y avoir un décalage de 2 pixels. On peut avoir également pour la valeur verticale, d'accord. Donc la valeur verticale, je vais mettre, admettons, pareil, on va mettre 2px, pourquoi pas. À partir de là, on peut également travailler maintenant sur l'intensité de l'ombre, d'accord. Plus vous allez mettre une valeur ici haute en pixels, et plus l'ombre va être dispersée, d'accord. Donc moins elle est dispersée, plus elle est forte, mais plus elle va être dispersée, moins elle sera. Donc moi par exemple, je vais mettre 5px, et ensuite on termine avec une couleur. Alors, ce que je peux faire, parce que certains éditeurs comme ici Visual Studio Code permet de changer la couleur simplement en faisant, alors est-ce qu'il veut le prendre, voilà, comme ça, c'est plus rapide, hop, comme ça il n'y a pas besoin de le retenir par cœur, ça fait gagner du temps. J'actualise, que ça sera évidemment plus parlant avec un visuel, voilà ce qui se passe, d'accord. Donc comme j'ai mis 2 pixels pour l'horizontal, ça a décalé vers la droite de 2 pixels, ça a décalé également vers le bas de 2 pixels, j'ai une intensité, enfin en tout cas un blur, ce qu'on appelle le blur, donc c'est-à-dire la projection en fait de notre ombre qui fait 5 pixels, d'accord, tout autour du texte, et une espèce de couleur rouge comme vous le voyez ici. Si on veut vraiment que ça épouse parfaitement le texte, il suffit de mettre à 0. Donc vous n'êtes même pas obligé de mettre px, vous mettez juste 0, 0, vous dites que ça fait par exemple 3, admettons, pas faire trop fort, vous mettez un rouge, et là en actualisant, vous voyez que ça se met pile en dessous du texte en fait. D'accord, ça va vraiment juste autour, sans faire de décalage. Donc l'ombre elle se met à la fois à gauche, à droite, en haut et en bas du texte. D'accord, donc ça permet comme ça d'avoir un style un peu particulier.
Donc on n'a pas encore vu les couleurs au niveau du texte en lui-même, là on voit juste le shadow, donc l'ombre pour un texte, donc ça fait appel à des couleurs parce qu'évidemment c'est plus pratique de fonctionner comme ça, mais quand on étudiera vraiment les couleurs, on reviendra éventuellement sur Text Shadow pour vous voyez voilà, l'association des deux, ce que ça peut donner comme résultat. C'est plutôt sympathique. Alors je perdrai pas trop de temps là-dessus, c'est très simple à utiliser, comme pour tout ce que je vous présente dans les cours en CSS. Mettez en pratique tout ça en faisant voilà, vos pages web, en testant plein de propriétés et voyez visuellement ce que ça donne. C'est le meilleur moyen d'apprendre et de comprendre comment les choses fonctionnent entre elles et surtout quand on les associe voilà, plusieurs fois, parce que moi comme vous voyez j'associe pas trop de propriétés entre elles pour éviter d'alourdir la vidéo. On passe à ce niveau-là, donc Text Shadow, ça a été vu. Il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est Text Transform, c'est-à-dire on a vu par exemple, encore une fois, comment mettre en italique, en gras, etc. On peut également procéder à d'autres modifications sur le texte. Pour cela, on va utiliser Text Transform, comme ceci, qui va pouvoir également prendre plusieurs valeurs différentes. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, bon, par défaut, si on met rien du tout, on mettrait un none, d'accord? None, c'est pour dire, bah voilà, on laisse tel que c'est, d'accord? C'est la valeur par défaut que l'on a. Donc si j'actualise, vous voyez que ça laisse comme c'était. Donc si vous avez un none pour quelque chose qui à la base ne l'est pas, bah, ça sert à rien de mettre la propriété, hein. Cette propriété là est inutile dans mon cas. Par contre, là, elle peut être utile, c'est de mettre une autre valeur. On va avoir notamment la valeur capitalize. Donc je vous montre également ce que c'est beaucoup plus parlant que de vous l'expliquer. Comme vous voyez, ça fait comme pour les small caps, mais pas tout à fait, d'accord? Parce que vous voyez que ce que ça met en lettres capitales, c'est uniquement les premières lettres de chaque mot, et non pas toutes les lettres du texte. Donc attention, c'est pas comme small caps, c'est un peu différent. Là, c'est seulement les premières lettres de chaque mot de mon texte. Donc ça peut être utile dans certains cas, éventuellement. Si vous avez besoin de faire ça sur un texte, je sais par exemple, les termes anglais sont souvent écrits comme ça. En français, souvent on met une majuscule quand on débute, et en anglais, je pense notamment dans les jeux vidéo, souvent par exemple quand vous avez un nom d'objet ou autre qui est en plusieurs mots, bah, vous avez dû remarquer que chaque mot commence par une majuscule, parce que c'est comme ça que se fait l'orthographe en anglais, contrairement au français par exemple, où on mettrait juste une majuscule pardon, sur le premier mot. Donc ça, voilà, ça peut être utile, c'est bien en tout cas à savoir. On peut également lui mettre uppercase, d'accord? Donc là c'est pour tout mettre en majuscule, voilà, tout simplement. Et on peut carrément décider de faire l'inverse. Alors, j'ai ouvert mon Discord, je me suis gouré, mais c'est pas grave, qui est lowercase. Donc là c'est vraiment l'effet inverse. On passe tout en minuscule. Voilà, tout simplement. Donc on vire vraiment toutes les majuscules. Donc ces petites choses à savoir, en plus de text decoration, de font weight ou de font variante, d'accord, font style comme on l'a déjà vu précédemment. Donc c'est des petites choses à connaître et cette propriété est plutôt sympa à ce niveau-là. Voilà, donc je vous avais montré que 3, vous voyez déjà il y a beaucoup de choses à voir, hein. Je vous ai montré Text Decoration, Text Transform et Text Shadow, ça fait 3 petites propriétés mais qui permettent déjà de faire beaucoup de choses. Maintenant qu'on a vu des transformations de texte, on va on va continuer avec des positionnements ou du système d'espacement, d'accord, maintenant qu'on a vu tout ce qui est transformation, notamment déjà avec l'alignement de texte. Ça c'est un point qui est super pratique et très utilisé en web, puisqu'il va permettre de gérer évidemment l'alignement de nos textes. D'accord. Par défaut, c'est à left, donc ça s'appelle texte align. Ok. Par défaut, c'est comme ceci. D'accord. Donc aucune modification par rapport au fait de rien avoir. On peut évidemment mettre à right, qui va faire un alignement vers la droite. Vous voyez, ça se met sur la droite. On peut avoir également un alignement central, donc center. Donc comment centrer du texte? Eh bien, il suffit de faire text align center. Vous voyez, ça centre le texte. Et on peut également, ça on le retrouve dans pas mal de choses comme dans les bouquins ou autres, ou quand on veut présenter le texte de manière mieux répartie dans un bloc, en utilisant la justification, donc justify. Et là on obtient ce type de rendu. Donc vous voyez, ça va occuper toute la largeur en fait du conteneur où on a mis notre texte. Donc s'il faut, il fera des espaces entre les mots un peu plus grands selon les cas. Donc là bon, par rapport au texte qu'il y a ici, on voit que ça colle à peu près partout pareil, mais il se peut par exemple, je sais pas moi, que cet espace ici, d'accord, serait plus grand par exemple que l'espace ailleurs, selon les cas, pour pouvoir notamment avoir un texte qui prend vraiment toute la largeur du conteneur. Donc c'est à ça que sert la justification d'un texte. Donc c'est des petites choses à connaître qui sont très pratiques, et ça vous l'utiliserez tout le temps en web, tout le temps, text align, c'est vraiment la base. Ça sert également par exemple après pour aligner des images, parce que vous verrez que les images, comme vous l'avez vu en HTML, ce sont des éléments, je rappelle, inline, donc c'est pas des éléments qui fonctionnent comme des blocs, donc on peut aligner, centrer par exemple une image en utilisant sur la propriété d'une image text align center, ça fonctionnera, même si vous allez me dire, bah dans le text align il y a texte, donc c'est bizarre parce qu'une image n'est pas un texte. C'est juste que c'est une propriété qui fonctionne en mode inline, et comme une image est en mode inline aussi, et bien text align center
sur par exemple une classe que vous metteriez à une image, va centrer l'image sur votre page web. Donc c'est une petite astuce que je vous donne, mais de toute façon on verra ça en pratique et notamment dans les exercices que je propose ou que je proposerai sur la chaîne dans la playlist dédiée à cela. Voilà pour TextAlign, donc c'est pas mal à utiliser et bien à reconnaître aussi. Maintenant qu'on a vu TextAlign, donc l'alignement comme vous voyez positionnement horizontal, on va voir l'alignement vertical. Donc là c'est pas texte quelque chose, c'est vertical align, tout simplement. Là le fonctionnement, il y a plein de valeurs disponibles, il y a plein de valeurs moi que j'utilise jamais parce que c'est très rare au niveau utilisation. On a baseline, donc baseline c'est tout simplement basé au reste du document, on voit pas de distinction. D'ailleurs même ce que je vais faire ici, parce qu'on verra pas de différence, c'est ça, parce que là sinon vous verrez rien. On va faire un span classe, d'accord, je l'ai déjà mis comme ceci, ce sera évidemment beaucoup plus pratique pour vous à voir la différence. Span. Donc vous voyez, je mets un span, ça on l'a déjà vu dans la vidéo 1 sur les balises structurantes, je rappelle comment structurer une page web, donc je reviens pas dessus. Donc là pas de différence, d'accord, en baseline. Par contre, je peux avoir des différences à partir du moment où je vais utiliser d'autres choses. Je peux mettre un alignement vertical selon une valeur en pixels. Par exemple, je peux mettre 25 pixels, je peux mettre moins 25 pixels. Alors, je vais vous le montrer rapidement en résultat. Donc là, on voit pas de grande différence par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à la taille de mon conteneur. Mais là où on va opérer un changement, d'accord, et ça peut être utile par exemple dans les tableaux quand vous voulez également, je reviens sur les images, aligner une image de manière centrée par rapport par exemple à un texte, pour pas que l'image se retrouve plus en haut du texte, plus en bas, mais la centrer par rapport à un texte, où l'image serait par exemple plus grande en hauteur que le texte en lui-même. On peut utiliser certaines valeurs, autres que des pixels, le pourcentage ou les fameux centimètres ou EM comme je vous ai déjà présenté, mais notamment utiliser des termes particuliers comme sub. Donc sub c'est pour un texte en dessous, alors je sais pas où le texte est mis, ah oui il est là, le chat, etc. Donc là comme j'ai sur un contenant on verra pas forcément le résultat, j'aurais peut-être dû utiliser un autre sur un autre élément, mais comme on n'a pas vu grand chose en CSS, alors malheureusement vous verrez pas le visuel, mais c'est pas bien grave, vous pourrez le tester de toute façon de votre côté. On a par exemple top, bottom, etc. D'accord, et ça va appliquer vraiment un alignement vertical, et je vous dis c'est surtout utilisé sur des images. Alors c'est dommage que j'ai pas d'image, parce que sinon j'aurais pensé à faire ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre d'image, ou éventuellement on reviendra dessus sur une prochaine vidéo, c'est pas bien grave, mais en tout cas si vous voulez, vous pouvez le faire sur une image. Par exemple vous faites sur IMG, d'accord, vous mettez genre votre texte et vous mettez une image par exemple à l'intérieur, d'accord, genre un IMG quelque chose, et testez un petit peu le vertical align en mettant voilà, différentes valeurs, sub, donc je vous les montre rapidement. Il y a sub, il y a super, donc ça c'est au-dessus, on va avoir top, d'accord, c'est en haut, on va avoir évidemment bottom, d'accord, on va avoir middle, donc ça c'est très utilisé quand on veut aligner le texte de manière centrée par rapport au texte, et on aura des choses comme text bottom, text top, voilà, également. Donc désolé je peux pas vous montrer visuellement parce que là j'ai pas d'image, donc je vais pas aller m'amuser à télécharger une image et tout remettre ça, donc c'est pas bien grave, mais de toute manière, vous n'allez pas en avoir besoin de tout de suite, de toute façon on aura l'occasion de s'en servir par la suite et même dans les exercices, mais si vous voulez l'utiliser maintenant et de voir comment ça fonctionne, eh bien mettez une image dans votre page web et testez directement sur les images l'alignement vertical et vous verrez un petit peu ce que ça apporte en fait en termes de modification. Voilà. Hop, je vais mettre même directement là-dessus. Parce que là j'aurai aucune différence, voilà, du fait que c'est dans un seul bloc ici, il n'y aura pas de différence, donc tant pis, c'est pas grave, parce que la balise P, donc le paragraphe, lui est un élément de type bloc en l'occurrence. Voilà, contrairement à l'image qui est inline. Donc c'est pas bien grave de toute façon, je vous ai expliqué comment vous en servir pour voir effectivement les changements que ça apporte. Donc sachez que c'est pratique pour tout ce qui est alignement vertical. Donc voilà, je vous l'ai donné ici parce que je ne voyais pas dans quelle vidéo je pourrais vous le donner. Donc tout ce qui concerne le style sur le texte ou autre me paraît bien à ce niveau-là. On va ensuite passer, donc là on revient sur du texte vraiment, sur par exemple l'indentation d'un texte avec text indent. Ça c'est très utile pour gérer justement, donc comme le veut le terme, l'indentation de notre texte, qui va pouvoir opérer du coup de plusieurs manières. On peut déjà mettre une valeur en pixels, par exemple je peux très bien mettre 12 px, alors là visuellement on ne voit rien évidemment. Je peux travailler sur des pourcentages, je peux travailler sur beaucoup de petites choses, d'accord, au niveau de l'indentation de mon texte. Je peux également le faire avec EM, etc., comme on l'a déjà vu, d'accord. Par exemple, quand je mettais, pas comme ça, mais genre 1.2 EM, etc., on peut évidemment procéder de cette manière aussi. Je vais y arriver, décidément. Si je me gourde de fenêtres tout le temps, c'est ça d'avoir 15 000 fenêtres ouvertes en même temps. Donc on pourra
carrément le changer à ce niveau-là. Alors je vais remettre classe ici. Ce sera d'ailleurs plus logique d'avoir ça là. Parce que si tout ce que je vous montre n'a pas de changement visuel, ça va être un peu embêtant. Il faudra peut-être que je rajoute du coup des images ou autres dans ma page web pour les prochaines vidéos, d'avoir plus d'éléments sur lesquels on peut travailler. Ce sera évidemment plus pratique. Donc, du coup, moi, ce que je voulais montrer, c'était du genre 15 px, donc pixels, voilà, texte indent. Voilà, on le voit au moins directement sur le paragraphe. Donc vous voyez, ça met une indentation, comme vous avez pu voir dans certains livres ou autres, le fait de faire ce qu'on appelle le fameux alinéa, d'accord, au niveau d'un texte. Voilà. C'est quand même mieux quand on a un résultat visuel, sinon c'est pas très parlant. Donc évidemment, ça fonctionne ici sur mon bloc, donc mon paragraphe, ça permet comme ça de gérer cette partie là. Donc c'est très pratique, hein, si je fais genre un gros alinéa, vous voyez que là on a 150 pixels donc qui se met ici. Donc très pratique l'indentation, ça peut servir dans certains cas, donc c'est une propriété évidemment à connaître. On continue avec une autre qui est Text Overflow, donc je perds pas trop de temps non plus, qu'il y a beaucoup de choses à voir, le CSS ça prend beaucoup de temps de vous montrer toutes les balises. L'Overflow il est très pratique, par exemple quand vous voulez, vous avez par exemple votre texte qui est contenu dans un bloc, mais qu'il risque de dépasser, c'est-à-dire qu'il risque d'être beaucoup plus grand, et du coup plutôt que de tout afficher, vous voulez par exemple afficher à la fin 3 petits points, vous savez comment on peut retrouver par exemple comme ça. Ça n'a pas besoin de le faire vous-même en programmation, vous pouvez le gérer directement avec CSS. Donc Text Overflow, il peut prendre différentes valeurs intéressantes. On a soit, alors on peut mettre une chaîne éventuellement à la place, mais ça c'est pas forcément très utile. Moi ce que je vais vous montrer c'est le cas de clip. Donc clip, c'est tout simplement, en fait on va couper le texte sans rien changer, d'accord. Alors là le problème c'est que comme mon bloc est déjà assez grand, on verra rien. Vous voyez, c'est ça le problème avec CSS, c'est qu'on est obligé de des fois présenter d'autres balises parce qu'on verra pas tout. Alors est-ce que je peux faire, comment je peux faire ça? Alors ce que je vous montre là n'est évidemment pas à connaître tout de suite, parce qu'on l'a pas encore vu, même si je l'avais déjà montré plus ou moins dans certaines autres vidéos. Je vais mettre une largeur. Hein. Voilà, mais tout ça, tout ce qui est marge, etc., vous en faites pas, on le verra. Est-ce que je peux obtenir un meilleur résultat là? Évidemment non, ça me change pas grand chose, mais c'est pas bien grave. Donc clip. Parce que je vous le dis, encore une fois, parce que il me manque des éléments pour pouvoir vous montrer vraiment. Clip, par exemple, à la fin, une fois qu'il fait arriver au bout en fait de ce que l'on veut, sur lequel c'est l'endroit où on veut l'appliquer, il va tout simplement s'arrêter, d'accord? Il va arrêter en fait le texte. En revanche, si j'utilise à la place de clip, alors c'est ellipsis, que je me trompe pas, voilà. Ellipsis, lui, va rajouter carrément des petits points, d'accord? Donc là, on les verra pas, mais il va mettre par exemple 3 petits points à la fin de son texte. Donc ça peut être super pratique quand on veut pas, par exemple, dépasser une certaine quantité d'informations à l'affichage, d'accord? Plutôt que de devoir tout afficher ou autre, il va afficher toute la partie qui nous intéresse, et à la fin, il mettra 3 petits points, tout simplement. Donc ça peut être pratique aussi, mais encore une fois, là, il n'y a pas de... Il faudrait voilà, que je fasse vraiment une vraie page web avec pas mal d'informations pour que ce soit visuellement, que je puisse vraiment vous le montrer. Mais au moins, je vous ai expliqué comment ça s'utilise, d'accord? La différence, c'est que clip, ça va couper directement, d'accord, le texte, alors que ellipsis, lui, il va rajouter 3 petits points. Il va faire tout simplement une ellipse, en fait, au niveau de notre texte. Alors c'est pareil, est-ce que éventuellement ça le fait pas? Parce que des fois, il suffit juste de le placer dans un élément comme ça. Là, comme ça, je l'aurai sur 2 endroits différents. Je l'aurai à la fois sur un paragraphe complet, et sinon, via un span, juste sur une partie d'un texte. Non, évidemment. Évidemment. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai montré comment ça fonctionnait. C'est pas gênant, parce que c'est parce qu'il manque des éléments au niveau HTML pour que ça fonctionne, mais c'est pas gênant. Au moins, je vous ai montré comment ça fonctionnait dans tous les cas. Donc l'overflow, c'est par rapport à ça. On verra d'autres choses de toute façon concernant l'overflow. On pourrait même, je pense, faire une vidéo complète rien que sur ça. Donc éventuellement, je reviendrai là-dessus. Ce n'est pas gênant, mais c'est vrai que CSS, c'est pas forcément pratique à faire apprendre, parce que il faudrait qu'en fait on voie tout en même temps. Il faudrait pas qu'on dise, tiens, au début on voit telle propriété et ensuite on voit telle autre, parce qu'il y a des propriétés qui fonctionnent avec certaines autres et du coup tout se mélange. Mais si je commence à tout mélanger, on aura une vidéo qui s'en finit pas, et puis surtout, on se mélangerait dans tout, absolument tout, et ce serait pas forcément pratique pour vous. Donc désolé de devoir comme ça segmenter chaque partie. C'est histoire de faire quelque chose de progressif, parce qu'on peut pas tout voir d'un coup, sinon ce serait juste ingérable pour vous, infaisable, même moi au niveau de la vidéo, il y aurait trop de choses à montrer. Donc je rappelle, je fais un récapitulatif, on a vu donc text decoration, on a vu text transform, on a vu text shadow, text align, on a vu vertical align, même si c'est pas très utile pour le moment, on a vu text indent et text overflow, d'accord? Ça c'est tout ce qui concerne le texte. Donc on a vu grosso modo tout ce que je voulais vous montrer par rapport à ça. Maintenant on va rentrer plus en détail dans les caractères et les mots, d'accord? On peut également faire des petites modifications à ce niveau-là qui sont, ma foi, très pratiques. La première,
ça concerne l'espacement des lettres, donc encore une fois des caractères. On va pour cela utiliser la propriété Later Spacing. Later Spacing, c'est comme pour beaucoup de choses, vous allez pouvoir jouer, je pense que le nom est suffisamment clair par rapport à ça, l'espacement, d'accord, au niveau des caractères de votre texte. Donc c'est très simple à l'utilisation, et vous allez pouvoir comme ça choisir une valeur que vous voulez. Donc en général on met des pixels, d'accord, c'est ce qu'on utilise. Si je dis 3 pixels, ça veut dire que chaque lettre est séparée, évidemment, avec une marge de 3 pixels. Et vous voyez comment ça transforme le texte, d'accord. On peut même le voir ici, regardez. Cette partie-là, je l'ai fait sur une modification, vous voyez, 3 pixels entre chaque caractère. Donc ça peut rendre les choses des fois un peu bizarres au niveau de la lisibilité. Mais ça, pour certains cas, ça peut être intéressant de travailler sur cette propriété pour l'adapter à quelque chose que l'on voudrait. Donc c'est plutôt sympa à voir, donc n'hésitez pas éventuellement à vous servir de ça. Donc je vais aller très vite sur la fin parce que je pense que la vidéo dure depuis un petit moment déjà, et je veux pas que ce soit non plus trop long. On a ensuite tout ce qui est les espaces, donc au niveau des espaces blancs, d'accord. Donc on va utiliser cette fois-ci white space. Donc white space, on va avoir en fait la méthode de base qui est normal. Donc normal c'est comme ceci, aucun changement. On peut également faire une méthode no wrap. No wrap c'est pour dire en fait tu ne fais pas de coupure dans le texte. Alors là je pense pas qu'on aura, voilà, on va avoir la différence ici. Donc vous voyez que il décide pas en fait une fois qu'il a atteint le bloc de fin. Donc là imaginez que c'est une boîte en fait ce que j'ai fait là, qui fait combien, 500 je crois pixels, ouais c'est ça, 500 pixels de largeur. Et bien no wrap lui dit bah non, même si tu arrives à la fin de cette boîte, tu reviens pas à la ligne, tu t'en fous, tu continues. Et vous voyez que là le no wrap se ne fait pas du tout, d'accord. Le texte est continué comme ça, et ça m'affiche une grande barre ici de défilement horizontal. Ok, donc ça peut être dans certains cas utile, je sais pas exactement lesquels à voir, mais ça peut servir. On a en revanche un cas très particulier qui lui dirait tu agis comme un pré, donc ça je reviens pas dessus, vous savez en HTML à quoi ça correspond. Donc il va garder le texte en fait en fonction de la manière dont il a été écrit dans votre page. Donc moi ici, même si bon mon éditeur prévoit un retour à la ligne automatique, en réalité là le P ici est tout sur une seule ligne. Par contre si moi je décide à un moment donné de couper, d'accord, j'aurai normalement, comme vous voyez, une modification ici pour qu'il garde en fait le même affichage, donc la même représentation telle que je l'écris dans mon fichier. Vous voyez, il gère les espaces blancs, les tabulations, etc. Tout est géré à ce niveau-là. Voilà. Donc ça à tester, donc je vous ai montré pré. On a également d'autres choses, on a preline, voilà, preline. Donc ça c'est un autre style aussi à voir, mais il y en a que j'utilise pas parce que honnêtement j'en ai pas spécialement besoin. Et on a pre-wrap, c'est pareil, qui va gérer en fait en fonction. Donc c'est le navigateur surtout qui va gérer par exemple les retours à la ligne éventuels, en gérant soit avec des retours à la ligne genre des BR, donc les balises BR, ou non, d'accord. Et là vous voyez que par défaut, regardez au niveau du code source, effectivement, tout est sur une ligne en fait à la base. D'accord. C'est grâce au CSS qu'on arrive à lui dire bah en fait tu repasses à la ligne à chaque fois. Mais sans CSS, eh ben, on aurait un texte comme ça qui irait tout le long en fait au niveau de notre fichier. Donc ça attention, c'est des petites choses à savoir. Donc ça c'est pour les espaces, tout ce qui est casure, donc césure en fait au niveau des mots, ou alors simplement bah, de tout mettre, tout laisser en fait sur une seule ligne. Alors c'est white space, ce qui est maintenant intéressant, bah, c'est au niveau des mots en eux-mêmes, d'accord, l'espacement entre les mots. On a vu later spacing, bah, on peut voir également l'équivalent qui est word spacing. Donc word spacing, bah, pareil, vous avez une valeur en pixels par exemple comme ceci, 15 pixels, c'est-à-dire tu sépares de 15 pixels chaque mot, d'accord. Donc là on peut faire ça, donc on peut le coupler du coup avec later spacing pour faire quelque chose d'assez, on va dire lisible, des choses un peu plus agréables à l'œil. Alors voilà. Je sais pas moi, genre later spacing, vous pouvez faire 8 pixels. Alors ce serait bizarre honnêtement de faire ce genre de choses. Voilà. Mais du coup, vous voyez, c'est un petit peu étrange. Voilà. Donc ça fait effectivement des gros espaces comme ça entre chaque mot. Donc ça peut être un moyen de styliser encore une fois le texte, de le présenter d'une certaine manière, comme vous le voulez. Donc n'hésitez pas à voir tout ça. Je remets le texte par défaut. Voilà. Au niveau de word spacing, on a également la coupure des mots, donc le word break. Donc word break va fonctionner par défaut en normal, si vous voulez le mettre en normal. On peut lui dire également tu coupes tout, break all. Voilà. Donc là vous voyez, il occupe vraiment tout l'espace, et regardez ce qu'il fait au niveau des mots, il les coupe complètement. Donc là le mot territorial, territorial pardon, parce que c'est passé du texte français, je le lisais en anglais. Vous voyez qu'il est coupé. Une fois qu'il considère en fait ici qu'il arrive à la fin du bloc, il cherche pas par exemple à placer le nouveau mot à la ligne, non, il coupe à l'endroit exact où il peut le couper. Du coup, bah, vous voyez, ça coupe les mots. Donc ça, attention, dans certains cas, ça peut rendre les choses illisibles, mais il faut savoir que ça fonctionne. Sinon, vous pouvez faire l'inverse, qui est keep all.
tu gardes tout, et là, effectivement, vous voyez par exemple le mot cinquantaine ici, au lieu de le couper ici, à CI, et bien il dit bah si le mot cinquantaine ici peut plus passer, ce qu'il n'y a plus de place dans mon bloc, et bah pas grave, il le commence à partir de la nouvelle ligne. Et ainsi de suite, c'est pour ça que le texte est bien présenté comme ceci. Voilà pour word break. Et on a ensuite un autre équivalent qui est word wrap. D'accord, donc ça, word wrap, c'est pareil, c'est un petit peu plus récent, un petit peu différent. On va avoir le cas de normal, d'accord, par défaut, et on va avoir le cas où on va lui dire de couper les mots, donc break word. Et ça, c'est pareil, ça peut être très utile. Alors là, vous allez me dire, on voit pas de différence, oui, parce que ça fonctionne surtout beaucoup avec les URL. Pourquoi je parle d'URL? Parce qu'une URL, en fait, dans certains cas, elle va faire comme si ce n'était qu'un seul mot. Donc une URL, en réalité, on ne devrait pas pouvoir la couper en plusieurs mots. Alors, je pense qu'on peut d'ailleurs la montrer. Où est-ce que je peux la montrer? Bon, on peut la mettre n'importe où, en fait, on s'en fiche. Et j'aurais dû mettre ça aussi depuis le départ, mettre une URL comme ça dans mon texte que vous voyez. Si je fais ça, d'accord? Donc je mets n'importe quoi ici, parce qu'en fait on s'en fiche, mais je vais mettre une URL ici, d'accord? Je mets vraiment n'importe quoi comme URL, d'accord? Hop, ce genre de choses. Ici en fait, tout ça forme un seul mot, parce que vous voyez, tout est attaché, d'accord? Alors dans certains cas, ça peut être assez embêtant. Bon, je mets n'importe quoi, c'est parce que je veux avoir un exemple parlant. Hein. Je mets même des lettres, là je mets un nom de code. Et du coup, là, vous voyez, par défaut, eh bien, les choses vont être coupées grâce à breakword. Le problème, c'est que dans certains cas, si on n'a pas ça, alors je ne sais pas si ça va le faire, mais logiquement ça devrait. Alors non, ah non, parce que c'est au niveau du bloc, pardon. Mais par exemple, vous allez vouloir faire un tableau en HTML, d'accord, et vous allez pouvoir gérer l'espacement. Eh bien, les petits malins, surtout par exemple quand vous avez des gens qui vont pouvoir ajouter même du texte, genre, je sais pas moi, un ajout dans un article ou autre, eh bien, en ayant des URL, on aura une cassure qui ne se fera pas automatiquement. Ce qui fait que du coup on se retrouvera avec une URL comme ça qui va dépasser du cadre qui était prévu par votre page web. Alors que vous auriez pourtant spécifié une largeur disponible. Mais comme une URL normalement ne peut pas être coupée, c'est-à-dire qu'il considère que tout ça c'est un seul et même mot parce que tout est ensemble, vous voyez, il n'y a pas d'espace dans une URL normalement. S'il y a des espaces dans une URL, ce n'est pas une URL. Donc automatiquement il ne pourrait pas faire la coupure. Donc ça c'est pareil, ça peut être très utile, notamment dans les tableaux, on s'en sert beaucoup word wrap dans les tableaux, pour permettre par exemple la cassure de certaines choses quand on se retrouve avec des éléments qui peuvent dépasser pour éviter par exemple que ça déborde un tableau, ce qui ferait visuellement pas propre du tout. Donc ça peut être très utile à ce niveau-là. Voilà, au niveau des propriétés qui étaient intéressantes, il y en a quelques-unes, on va terminer avec quelques petites quelques propriétés rapides. Il y en a une qui peut concerner la direction, donc c'est des choses, ça, encore une fois, qui sont à voir surtout en HTML. N'oubliez pas de ne pas mélanger la sémantique de la mise en forme, mais vous savez, vous pouvez par exemple pour les textes de droite à gauche, le faire de manière sémantique via HTML, c'est ce qui est recommandé. Par contre, si vous voulez juste le faire visuellement, admettons par exemple vous faites un petit jeu vidéo sur navigateur en ligne, vous voulez du coup, je sais pas moi, faire une espèce de message un petit peu masqué ou autre, et vous voulez visuellement du coup mettre l'écriture de droite à gauche, donc c'est pas un apport sémantique mais un apport visuel. Vous pouvez utiliser la propriété direction avec plusieurs valeurs possibles. La valeur de base, c'est initial, d'accord, qui va prendre la valeur par défaut, évidemment, donc là on verra pas de changement. En revanche, on peut très bien l'avoir donc LTR pour left to right, donc ça c'est comme c'est écrit moi dans mon cas, ou alors right to left, pardon, donc RTL, d'accord. Et là vous voyez comment que ça se passe. On a une écriture qui se fait dans ce sens-là. Ça peut également s'appliquer avec une autre propriété qui s'appelle Unicode BD, d'accord, que je ne montrerai pas parce que honnêtement, moi j'ai jamais utilisé, personnellement, je vous le dis voilà tout de suite. Donc si vous avez vraiment besoin de vous en servir un jour, vous pourrez toujours aller voir au niveau des normes du W3C comment elle s'utilise, mais je pense que ça, voilà, elle servira pas à 99% des gens parmi vous. Donc voilà, je dis juste simplement qu'elle existe, donc elle s'écrit comme ça pour vous montrer que vous voyez un petit peu. Je sais même pas d'ailleurs si mon éditeur il va la prendre. Ah si, il la prend en compte. Voilà, vous avez d'ailleurs, vous voyez plusieurs valeurs qu'elle peut gérer, inherit, initial, bon ça c'est les valeurs de base, isolate, override, etc. Donc à voir, personnellement je l'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous dire dans le détail comment elle fonctionne, parce que comme j'en ai pas besoin, j'ai pas eu besoin forcément d'apprendre son utilisation. Mais n'hésitez pas à voir éventuellement, ça peut servir dans certains cas. Et après, on a également text justify, j'en ai pas parlé parce que c'est un cas particulier, qui va en fait pouvoir jouer, il y a même autre chose en fait. Il y a même autre chose, attendez, je crois que j'avais autre chose aussi qui pouvait être intéressant. Je suis en train de réfléchir pour le texte à ligne, mais on reviendra dessus. Donc ça c'est vraiment pour la justification,
d'accord, text justify, qui peut par exemple choisir de gérer la justification. Vous savez que le fait que par exemple ça occupe tout l'espace d'un conteneur, en disant de faire les séparations soit entre les mots, donc ça c'est en général peut-être que ça se fait par défaut avec le text align justify, ou alors entre les caractères. Mais comme c'est pas compatible ni sur Chrome je crois et Opera, parce que moi je l'avais testé sur Chrome, ce que j'utilise là tout de suite, ça ne marchait pas, et Opera ça ne fonctionne pas non plus, je vous déconseille évidemment son utilisation, parce que tous ceux qui seront sur Chrome, Opera, et Chrome est quand même un des navigateurs les plus utilisés, et ben ça ne fonctionnera pas, donc ce serait dommage d'avoir des soucis d'affichage de votre site à cause de ça. Donc Text Justify, sachez qu'elle existe, mais elle n'est pas compatible avec tous les navigateurs, donc ne vous en servez pas. Après oui, je reviens sur un petit point au niveau de text align, mais c'est pareil, c'est pas forcément valide partout. On peut également appliquer une autre propriété qui est text align et -last. Text align -last, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait de choisir l'alignement de la dernière ligne d'un texte. Par exemple, vous faites ça, je vous montre. Text align par défaut, genre center, d'accord? Et pour dire par contre l'alignement du blog, donc ici de la dernière ligne, tu le mets à right. C'est juste pour ça. Et il va se passer ça. D'accord? Donc là, vous voyez, tout est centré. En revanche, là sur la dernière ligne, même si on s'en rend pas trop compte ici, eh bien on voit en fait elle est alignée à droite. Le point il est vraiment tout au bout ici du conteneur. Si je faisais une bordure, on s'en rendrait compte. Donc c'est aligné, cette ligne-là est alignée à droite. Alors qu'ici tout le reste est aligné au centre. Voilà. Mais ça c'est pareil, comme ça fonctionne pas forcément partout, donc c'est pas forcément très utilisé, je vous en parle rapidement, sachez que ça existe encore une fois. Après est-ce que vous en servirez? Je pense pas, ou en tout cas dans très peu de cas. Moi je m'en sers jamais, donc personnellement voilà, je pense pas qu'il y ait énormément d'utilisation de cette propriété, mais c'est bien de savoir qu'elle existe, hein, que c'est pas une propriété qui a été inventée, elle existe bien en CSS, donc voilà, c'est bien que je suis là pour vous apprendre les choses, vous montrer que les choses existent. Après il y a des choses dont vous vous servirez et d'autres non, évidemment. Et j'en terminerai, je pense que c'est déjà pas mal, avec cette deuxième partie du coup sur tout ce qui est stylisation, donc style appliqué à nos textes. On aura vu beaucoup de propriétés. S'il y a des questions, parce que j'ai dû quand même aller relativement vite par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, entraînez-vous. Tout dépend de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais il y a ou il y aura, ça dépend, des exercices en HTML et CSS, donc dans une playlist HTML CSS-exercice, d'accord, comme je fais habituellement pour les autres formations. Vous pouvez comme ça mettre en pratique tout ça. Donc il y aura du HTML, il y a du CSS également, pour tout voir et revoir, pour vraiment mettre en pratique, mettre en application ce que vous avez appris et voir comment tout cela fonctionne ensemble, d'accord, et pas seulement séparément. Le cours il est là pour vous permettre d'apprendre, les exercices sont là ensuite pour vous permettre d'assimiler. Et les tutoriels, c'est des petites annexes, des suppléments pour compléter vos connaissances, vos compétences et pouvoir appliquer plus de choses encore dans tout ce que vous apprenez. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop même si bon j'ai expliqué tout le nécessaire parce qu'encore une fois il y a beaucoup de choses à présenter, on peut pas passer à côté des choses, sinon on passe à côté de certaines fonctionnalités qui peuvent peut-être vous intéresser. C'est pas parce que certaines propriétés moi je les utilise pas personnellement que vous n'en aurez jamais besoin. On a tous des projets différents, donc n'hésitez pas à voir tout ça, à l'utiliser, le réutiliser, à bien comprendre comment ça marche. Et s'il y a des questions encore une fois, n'hésitez pas, vous avez notre Discord, je rappelle, on a un Discord avec tous les abonnés, en tout cas pas mal d'abonnés sont présents dessus. À l'heure actuelle on est presque 800, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez. Vous pouvez trouver de l'aide, moi je suis présent également très souvent dessus. Et puis si vous avez des questions, bien évidemment, comme toujours, privilégiez les commentaires YouTube, d'accord, parce que je réponds à tout le monde là-bas et en priorité, voilà, plutôt que les mails ou les messages en privé sur Twitter, etc. Si vous voulez avoir une réponse rapide de ma part, contactez-moi en priorité via les commentaires YouTube, c'est là que je réponds le plus rapidement et en priorité, donc n'hésitez pas. Pareil, le like, le partage de la vidéo, etc. Si ça vous a plu, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes dans votre entourage, partagez un maximum, c'est super important, il n'y a que comme ça que vous ferez connaître mon travail et que ma chaîne pourra se développer encore plus. Je vous remercie d'avance, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Formation Vidéo, et en attendant, entraînez-vous bien en HTML et CSS. À bientôt tout le monde.